Alors bonjour Sandra. Bonjour. Bonjour. Alors Sandra, vous êtes aujourd'hui membre du conseil d'administration de la Team PRC. C'est une association européenne dédiée à la profession de personnes responsables de la conformité réglementaire. Vous avez également occupé par le passé des fonctions de directrice de la conformité et de directrice des affaires publiques chez Obélis Group. Il y a quoi, plus de 28 ans, si je ne me trompe pas. Je suis encore active, Ok. oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, vous êtes également pleinement engagé dans la Team PRC. Et quand vous regardez votre parcours, est-ce que tout était structuré dès le départ ou est-ce que votre trajectoire s'est dessinée au fil des opportunités? Donc c'était pas du tout écrit, non, enfin, sans doute que c'était écrit, mais que je ne savais pas ce qu'il y avait dans le livre. Donc j'ai commencé, à chanter, en fait, juste après mes études et j'ai été signée très vite chez Universal Music Belgique, d'ailleurs. Donc en revenant d'Angleterre, j'ai répondu à une annonce, pour un girls band. Et il s'est avéré qu'il n'y avait plus que moi dans le girls band, donc j'avais épuisé toutes mes consoeurs et donc voilà, j'ai été signée très vite. En fait, j'ai fait une démo. Mes parents voulaient pas que je fasse de la musique, donc j'ai vite fait mes études. Ils m'ont dit: «D'abord, tu étudies», ce que j'ai fait et voilà. Donc c'était pas du tout écrit et alors j'ai commencé à travailler dans l'entreprise familiale, donc Obélis, où je suis encore active et où je suis encore membre du conseil d'administration. Hem Un mi-temps, c'était mon beau-père, donc le second mari de ma maman qui m'a dit: «Bah, tu fais de la musique, mais tu vas quand même un peu travailler». Je lui ai dit: «OK, pourquoi pas?» Ça faisait quand même quelques mois que j'étais occupée et je voyais bien que j'avais besoin peut-être de ça aussi pour, m'apporter une certaine stabilité, en fait, parce que c'est vrai que quand on chante, on est au devant de la scène. On est un peu la chair à canon, en fait, hein, et bon ça, quand on a 20 ans, on le sait pas encore, mais on apprend vite. Donc je me suis dit: «C'est peut-être pas mal que j'ai une petite stabilité financière aussi», parce que, quand on n'a pas cette stabilité, en fait, on est vulnérable par rapport à tout le monde qui entoure, la musique. Donc non, c'était pas écrit, mais voilà, nous voilà 30 ans plus tard presque et je fais toujours de la musique et je travaille toujours et c'est vrai que ça m'a apporté, beaucoup d'équilibre, en fait, même si ça n'a pas été facile, c'est des sacrifices aussi, hein, de d'idéal de vie. Quand on se voit chanteuse, on se voit pas derrière un ordinateur. Vous avez commencé en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Comment passe-t-on des théories politiques aux règlements européens sur les dispositifs médicaux et les cosmétiques? Et c'est une très bonne question. Quand j'ai commencé les sciences politiques, en fait, je voulais être, journaliste. Donc c'était ce qui m'intéressait et donc on m'avait dit: «Mais fais peut-être Sciences Po, c'est plus large», Bon, beaucoup de gens vous diront que Sciences Po ne mène à rien et moi, dans mon esprit positif et optimiste, que j'ai, en permanence, je me suis dit: «Mais non, ça peut mener à tout». Donc oui, ça m'a apporté une rigueur, bah, déjà le fait d'arriver à lire un règlement, avoir des cours de droit, à comprendre, c'est quoi une règle de droit, donc que ce soit une loi, un décret, ici règlement européen, c'était des directives avant, maintenant il y a beaucoup de règlements qui s'appliquent immédiatement donc aux États membres. Donc oui, on peut passer, en fait, je dirais même assez, facilement, surtout moi parce que comme je suis ultra créative, j'adore, twister les règles. C'est pas d'un point de vue péjoratif, j'aime, voir comment une règle s'applique, comment la lire, comment l'interpréter et l'améliorer, comment l'améliorer. Donc ça, c'est mon boulot, en fait, c'est aller chez le législateur, leur dire: «Voilà, ici, il y a des choses qui fonctionnent pas et voici ce que vous pourriez faire pour que ça fonctionne mieux». Donc c'est quand même valorisant et il y a quand même un objectif, qui va au-delà de la simple réglementation, en fait, c'est pour la sécurité des patients, et voilà, faire en sorte que le système fonctionne mieux, c'est quand même sympa comme, mission. Donc ouais, moi ça a été assez facile, en fait, et j'aime beaucoup les ça va vous paraître complètement dingue, mais j'aime beaucoup les procédures, c'est-à-dire les procédures bien faites. Je déteste le gaspillage et la stupidité, heu, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs et donc moi, c'est mon truc de voir tout de suite les failles d'une procédure, d'avoir
l'image complète et de se dire: «OK, ici, on peut modifier, tel paramètre et faire en sorte que ça se passe mieux». Donc voilà, c'est un truc où je me retrouve, en fait, dans, le fait d'utiliser ma créativité, en fait, pour, améliorer des processus. Mais quels qu'ils soient, hein, ça peut être même, ouais, dans n'importe quelle organisation, ou même dans une carrière, de chanteuse, en fait, hein, c'est voilà. Si vous deviez vous définir aujourd'hui en un seul mot, donc stratège, juriste, européenne, artiste, lequel choisirez-vous? Oh, européenne, mais malgré que j'ai mal à mon Europe, depuis quelques années. Bruxelloise, en fait. Tu n'as pas cité, je me permets de te tutoyer, tu n'as pas cité ça, mais je me sens profondément bruxelloise et j'aime ma ville, ma région, en fait, et j'espère qu'ils vont en faire quelque chose de bien, parce que là, ils l'ont un peu abandonné, ces 2 dernières années, donc oui, je me sens très bruxelloise et artiste, même si ce terme, peut recouper beaucoup de définitions et que j'ai toujours trouvé ça un peu pompeux de dire: «Je suis artiste». Mais je pense que ouais, je suis artiste et artisan du bonheur, en fait. Ouais, je suis pour le bonheur et je pense que le bien-être des gens, c'est ce qui doit primer avant tout, en fait. Donc je pense qu'on peut, ouais, travailler, oui, dans un truc super sérieux, mais qui apporte, un certain bien-être aux gens, un bonheur. La musique, eh ben, ça m'apporte, beaucoup de bonheur quand j'écris, quand je chante, C'est un peu de l'art-thérapie, un peu en plus. totalement. Ah oui, là, c'est oui, effectivement, et oui, c'est de l'art-thérapie. Tiens, j'avais jamais pensé à ça, mais et c'est vrai que c'est à tous les niveaux, c'est pas juste la musique, mais c'est clair que quand on excuse-moi du terme, mais crache une chanson parce elle n'existe pas la seconde d'avant et que bon, la seconde, j'exagère, mais souvent les meilleures sont les plus courtes, hein, et les plus rapides, la musique, et donc voilà, ça fait du bien, en fait, et c'est vraiment un exutoire, surtout quand on vit des choses difficiles, tristes ou lourdes, moi, c'est totalement, et j'écris toujours sur, mes expériences. Donc oui, ça fait du bien. Surtout quand ça mène à quelque chose et que ça ne parte pas dans le vent. Parce que souvent, on peut avoir une mélodie qu'on fredonne, mais si on l'enregistre pas, elle est partie. Donc ça, je me fais un point d'honneur à enregistrer le maximum, oui, dès que j'ai une inspiration, et oui, oui, c'est très méditatif, et ça fait du bien à l'âme, et une fois que c'est fait, donc une fois qu'on a craché cette chanson, ben voilà, elle est le trauma dont on parle, si on parle d'un trauma, souvent on parle de trauma, ben c'est comme si une partie de lui avait déjà été, mise de côté, ou avait servi à construire quelque chose qui va au-delà du trauma, où on reste, on peut tomber en dépression ou je ne sais quoi. Non, moi j'ai décidé depuis très longtemps, en fait, j'ai toujours, agi comme ça, c'est de créer et de sortir de la création des déconvenus de la vie. Donc ouais, ça m'apporte, une certaine joie, aussi, parce que c'est continuel. On a toujours des dépressions, pas des dépressions, mais des choses qui se passent mal, ou des déceptions. C'était le mot que je cherchais. Voilà, lapsus révélateur, et oui, tout le monde a des déceptions, et la vie peut être une déception, la journée peut être une déception, toute seconde peut être une déception, ça dépend de la manière dont on va la voir, mais ouais, moi j'ai décidé d'utiliser, toutes ces déceptions en bataille, mais en bataille, positive, quoi. Donc oui, ça fait du bien. J'ai oublié ta question, mais Alors la question c'était si vous deviez vous définir en un seul mot, vous avez répondu européenne, ah oui, bruxelloise et voilà. artiste. Mais ici, on va plutôt parler maintenant du parcours professionnel Oui, et je vais donc laisser la parole à Samira. Vous travaillez depuis près de 28 ans dans le oui. domaine réglementaire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rester dans cet univers aussi longtemps? En fait, j'avais pas spécialement envie, mais comme c'était l'entreprise familiale, on ne peut pas se débarrasser de sa famille, malheureusement, aussi facilement qu'avec un employeur classique.
C'est direct. Oui, c'est direct. C'est pas facile. C'est pas facile. Oui, mais bien sûr, sinon on est toujours maîtresse de ses choix, hein. Si c'était si horrible que ça, j'aurais fait d'autres choix. Non, j'ai une carrière que j'adore, et c'est juste génial de travailler en famille, comme ça peut être horrible aussi. Mais oui, c'est un lien avec mon beau-père indéfectible. On se connaît depuis tellement d'années, pas seulement au niveau professionnel, mais aussi familial. C'est mon mentor, en fait, hein. C'est comme mon second papa. Donc oui, qu'est-ce qui m'a donné envie, c'est de participer à une entreprise familiale, grandir dans cette entreprise. Moi, quand j'ai commencé, on était 3. Aujourd'hui, on est une centaine. Donc, on a été une des entreprises qui avait la croissance la plus rapide dans la région de Bruxelles-Capitale. Donc, je suis super fière de ça parce que de notre petite échelle, on a pu construire vraiment quelque chose qui faisait du sens, en fait. Donc oui, qu'est-ce qui m'a donné envie de rester? C'est tout ça, la sécurité financière, je ne vais jamais dire le contraire. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est aussi un sacrifice parce qu'on met de côté ou alors on accepte que le rythme des choses se passe différemment. Donc, on va pas faire un tube du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va durer plus longtemps, mais avec plusieurs projets en parallèle qui vont avancer plus lentement peut-être que si on est focusé sur un seul projet. Mais à un moment, les choses tombent dans l'ordre. Je crois en l'ordre naturel des choses et voilà, c'est le moment en fait. Directrice de la conformité, c'est un titre impressionnant. Oui, beaucoup de responsabilités. Mais concrètement, dans une journée type, vous faites quoi? Alors, la conformité, c'est donc le fait que des fabricants soient en conformité, donc qu'ils respectent des règles qui ont été établies pour la sécurité de leurs produits et pour l'efficacité de leurs produits. Donc, nous, on est responsable avec eux parce qu'on est en Europe et donc c'est notre profession. On garde leurs dossiers à disposition des autorités. Donc, une journée type, par exemple, ce serait d'aller au ministère de la Santé parce qu'il y a un gros problème avec un produit et de leur apporter toutes les preuves que tous les tests ont été faits sur le produit et de discuter des manières de garder la santé publique sûre, donc de prendre des mesures effectivement s'il doit y avoir des mesures qui doivent être prises. C'est de discuter avec les fabricants qui peuvent se trouver en Chine, en Inde, aux États-Unis, et de leur expliquer ce qu'ils doivent faire, parce que souvent, il n'y a pas de mauvaise volonté. C'est que parfois, il y a le facteur langue, le facteur des réglementations qui sont différentes, la culture, tout ça, voilà, c'est tous les aspects humains, en fait, parce que moi, je recherche souvent l'humain derrière tout ce que je fais. Ici, au ministère, il y a des humains. Les fabricants, ce sont des... Voilà. Et donc, il faut savoir communiquer, expliquer, vulgariser parfois, parce que les réglementations, c'est compliqué parfois, pour les amener à respecter, en fait, les requis et ce qu'on leur demande de faire. Donc ça, ce serait une journée type. Il y a d'autres journées types. Ça, c'est plus dans les affaires publiques. Donc, c'est les 2 postes que j'occupe. Donc, les affaires publiques, c'est représenter l'entreprise auprès des autorités, justement, auprès des autres associations. Et c'est comme ça que une association m'a demandé si je pouvais les représenter aussi, en faire partie en tout cas, et faire partie du board, puisque j'ai déjà cette expérience au niveau de ma propre entreprise, de notre entreprise familiale, et donc d'apporter mon expertise pour d'autres associations européennes également. Est-ce que votre rôle consiste parfois à dire non quand tout le monde veut aller plus vite? Et je suis la bad girl, la bad cop. Oui, exactement. Donc, c'est de dire stop à un moment donné. Donc, j'ai une approche très pragmatique, mais très rationnelle des choses, et je connais parfaitement les règlements. Donc,
il y a un moment, il faut dire stop et voilà, mettre en place des processus pour faire en sorte que tout se passe correctement. Et évidemment, les réglementations sont écrites d'une manière telle qu'il est ultra compliqué d'être 100% en conformité à tout moment. Et donc, ça, c'est mon rôle de dire, OK, ici, il y a un risque. Ici, il y a moins de risques. Et donc, voilà, l'approche basée sur les risques, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Parce que je trouve que, voilà, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse dans toutes nos prises de décision, même pour nous-mêmes. Risque-bénéfice, hein, n'est-ce pas? Au lieu de penser juste au cœur et à la passion. Mais c'est pas vraiment un calcul, mais c'est quand même de se dire, OK, moi, je suis quelqu'un de passionné, hein, je vais avec le cœur, mais OK, quels sont les risques? Mais ça, c'est le cerveau reptilien aussi. On sait, quelque part, en profondeur, à l'intérieur, on sait quand il y a des choses qui vont pas, on le sent. Et voilà, je suis très instinctive, mais en même temps basée sur des faits que je peux vérifier. Donc, c'est un peu j'aime bien mélanger les deux. Dans votre fonction d'affaires publiques, vous êtes en lien avec les institutions européennes. Oui. Est-ce que vous vous sentez plus diplomate que technicienne? Non, je suis plus technicienne. Mais il faut utiliser de la diplomatie. Mais pour ça, il faut connaître les règlements. Et donc, il faut être expert et connaître sa matière. Parce que si on ne connaît pas sa matière, on a beau faire toute la diplomatie qu'on veut. D'abord, on n'est pas crédible. Moi, je me sentirais pas bien. Et donc, ouais, c'est un savant mélange des deux. Mais d'abord, j'apporte mon expertise en expliquant sur certains points quelles seraient les meilleures approches, par exemple. Et je pense que en fait, le régulateur, les autorités ont besoin d'un retour des entreprises. Ils recherchent ça, quelque part. Ils n'ont pas toujours. Ils écrivent des lois, mais ils ne savent pas souvent ce que ça donne comme impact. Ce qui est faisable. Voilà, ce que leur règlement donne sur le terrain. Ils écrivent dans leur bureau leur règlement, mais sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Et donc ça, j'aime bien faire ce lien en leur disant, voici, regardez ce que ça donne. Tel article de tel règlement, sur le terrain, ça donne, je sais pas moi, des gens qui parfois n'ont pas le diplôme requis. Il faudrait peut-être mettre des exigences en plus. C'est un exemple comme ça, mais voilà. Donc apporter une expertise, mais évidemment, pour communiquer cette expertise, il faut avoir un minimum, oui, de diplomatie et arriver à ne serait-ce que mettre clairement sur papier une idée, c'est pas toujours évident en fait, surtout quand c'est des règlements qui sont compliqués une fois de plus. Depuis mars 2025, vous êtes engagé au sein de Team PRRC. Pourquoi était-ce Oui. important pour vous de rejoindre une association à but non lucratif dédiée à cette profession? Alors, donc pour la même raison que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est important non seulement de communiquer avec les autorités ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, mais aussi que notre profession puisse se positionner donc, de manière plus globale, pas juste moi, Sandra, membre du board de Obélis, mais aussi d'une manière plus générale avec tous nos concurrents, en fait, d'avoir des positions sur certains points précis à nouveau. Et évidemment, l'union fait la force. On est plus fort quand on est ensemble. Et oui, c'est moi, je suis toujours pour pousser pour plus de qualité. Donc, pour plus de requis parce que il faut... on parle de dispositifs médicaux ici, donc il faut qu'il y ait des qualifications, que les gens sachent de quoi ils parlent, qu'ils sachent ce qu'ils fabriquent, dans tous les sens du terme. Parfois, on a des fabricants qui mettent juste une marque sur un produit qu'ils ont acheté. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont responsables de la sécurité de ce produit, qu'on ne fait pas ça n'importe comment et qu'il y a certaines exigences. Le rôle de personne responsable de la conformité réglementaire est devenu central avec les règlements européens récents. Est-ce un métier sous pression aujourd'hui? Oui, parce que c'est nouveau et que quand les choses nouvelles arrivent, les gens ont peur.
et que les gens n'aiment pas le changement. Donc, oui, c'est une pression supplémentaire, mais c'est une nouvelle profession aussi. Donc, mais c'est une pression. Donc, je sais que je suis responsable au sein de mon entreprise pour des tonnes de dossiers techniques. Et donc, je sais que c'est moi qui irai en prison si jamais un truc qui se passe pas bien. Donc, j'exagère. Mais oui, c'est ça. Il y a une responsabilité. D'ailleurs, personne responsable. Ils l'ont mis dans le terme. Donc oui, c'est une pression supplémentaire. D'ailleurs, certaines personnes ne veulent pas être personnes responsables parce qu'elles ne veulent pas prendre la responsabilité. Donc voilà, mais j'ai entièrement confiance dans les processus que j'ai moi-même mis en place il y a 20 ans, qui étaient des processus de qualité à l'époque. Et donc, je sais qu'on fait les choses correctement et qu'on on vise vraiment le top, en fait. Moi, je vise qu'on soit les meilleurs, c'est-à-dire qu'on ait les meilleurs processus, qu'on soit les plus stricts, et qu'on fasse les vérifications qu'il faut. Ça a l'air un peu ennuyeux, mais comme je disais tout à l'heure, il y a une mission plus grande que juste vérifier des documents. Donc, c'est ça que je vois. C'est pas peut-être l'ennui de procédures administratives. Ça a du sens. Est-ce que vous considérez que votre travail a un impact direct sur la santé publique? Oui, 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 évident, mais ça peut être dans les deux sens aussi. Donc, si on faisait n'importe quoi, ben, ça pourrait avoir un impact négatif. Moi, je pense que comme on le fait bien, on a un impact positif. Donc, oui, oui. Ici, on va parler, on va parler de la politique. Vous avez étudié donc les sciences politiques, oui. Oui. Et à un moment donné, avez-vous envisagé de vous engager directement en politique? J'ai été engagée en politique pendant 10 ans. Une très belle expérience au niveau communal, donc à Watermal-Boisfort, où j'ai été conseillère communale pendant 10 ans, donc élue 2 fois. J'ai démissionné de tous mes mandats pendant la période Covid. Voilà, j'étais pas d'accord du tout avec ce qui se passait, la manière dont on faisait les choses. Donc oui, j'ai décidé de rester debout et de rester sur mes principes. La politique vous intéresse-t-elle toujours autant aujourd'hui? Disons, la société m'intéresse, les gens m'intéressent, la manière dont les choses fonctionnent m'intéresse. La politique en fait partie, c'est une partie. Mais je ne pense pas que les changements viendront des politiciens. Je pense que ça viendra du peuple, des gens, des citoyens, de l'engagement. Et je pense qu'on arrive peut-être à un paroxysme, on le sent très bien dans le monde. Et c'est sans doute un peu le post-covidisme, donc où on a divisé les gens en fait. On le sent très fort maintenant, on voit aux États-Unis comment ça se passe. Les extrêmes, hein, gauche, droite, on arrive à un paroxysme, mais qui est instrumentalisé par les politiques en fait. Et je pense que si tout le monde se rendait compte que on est tous ensemble en fait dans cette histoire, que nos amis, c'est peut-être pas spécialement ceux qu'on croit. C'est peut-être pas spécialement les politiciens qui essayent de nous diviser. Donc les amis, c'est vous, c'est nous tous ensemble, gens d'en bas, qui pouvons faire la différence. Et je crois très fort en la force de la solidarité. Une fois que les gens se lèvent, et ça c'est rare par contre, et je pense tout va trop bien encore dans nos contrées, mais on arrive quand même à un moment où on sent les tensions à tous les niveaux, les gens sont fatigués, ils sont un peu à bout. J'aimerais qu'il y ait un sursaut mais pas de violence, d'amour, où les gens se disent mais waouh, allons-y, construisons quelque chose de nouveau, mais ensemble. Bon, je suis très idéaliste, hein, c'est peut-être très idéaliste, mais je pense que c'est faisable, en fait. Je pense qu'il y a des mouvements qui peuvent naître. Oui, de tout temps, il y a eu des mouvements qui sont
qui sont apparus. Faut voir maintenant comment le monde va évoluer, mais je pense qu'en Europe, on est encore trop bien pour que les gens aient envie de sortir de chez eux pour faire la révolution douce. Mais oui, pourquoi pas faire une révolution douce, une révolution musicale. Hein, si des gens sortaient tous les jours à la même heure pour taper sur des casseroles, on pourrait sortir tous à la même heure pour faire de la musique, par exemple. Donc j'y crois, oui, mais je pense pas que ça viendra d'en haut.